Bonjour à tous et très beau dimanche. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour la suite de nos émissions consacrées au bouddhisme zen et la crise de civilisation. Nous avons pu voir la semaine dernière quelles étaient entre autres les valeurs sur lesquelles celle-ci devait être basée et quelles étaient les causes de la crise. Nous allons voir aujourd'hui de quelle manière le bouddhisme zen peut tenter de nous aider à y remédier, dans quel domaine plus particulièrement, et notamment à travers la pratique de zazen. Nous rejoignons sans plus attendre pour en parler notre invité Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver. Moi aussi. Alors, vous êtes un disciple de maître Deshimaru, vous êtes vous-même moine zen, vous enseignez depuis une trentaine d'années notamment au dojo de Nice, mais aussi au temple zen de la Gendronnière. Et je rappelle que vous dirigez également des retraites tout au long de l'année, un peu partout en Europe. Voilà. Alors, Roland Reich, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, d'après vous, l'échec des courants de pensée actuels est aussi important, que ce soit dans le domaine idéologique, religieux, scientifique, enfin c'est un constat quand même qui est assez alarmant. Sur le plan religieux, je crois que l'échec fondamental tient au fait que les religions ont tendance à propager essentiellement des croyances et pas suffisamment donner des voies d'accès à véritable expérience spirituelle. Et je crois que ça, c'est un problème important. Je pense aussi que les religions s'efforcent de remédier à ce problème. Je pense que le bouddhisme peut beaucoup y aider, puisque lui, au contraire, est basé sur la pratique de la méditation et l'expérience intérieure, vraiment au fondement même de cette religion. Je crois qu'on vit dans un monde où l'expérience réelle est la chose la plus importante. Donc, par exemple, les idéologies, si elles ont été trahies par la réalité, et notamment par le fait que ceux qui ont proclamé ces idéologies, qui ont essayé de les mettre en pratique, les ont trahis par leur propre comportement, du coup, ces idéologies ont perdu la confiance et n'ont pas du tout abouti, notamment toutes les idéologies de libération, n'ont pas du tout abouti à une libération, mais de nouvelles formes d'aliénation, parce que ceux qui les mettaient en œuvre étaient trop attachés à leur volonté de puissance, à leur propre ego. Autrement dit, il n'y avait pas suffisamment de dimension spirituelle dans ces démarches idéologiques, et du coup ça a produit le contraire de ce qu'elle se proposait d'apporter. Quant à la science n'est pas une idéologie, elle n'est pas là pour non plus proposer des valeurs, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle offre potentiellement des possibilités d'éveil considérables. Surtout à l'époque actuelle. Toutes les sciences, notamment la physique, font le constat d'une existence de la matière qui n'existe que dans des relations d'interdépendance, et finalement matière égale énergie, chose que déjà à l'époque du Bouddha était évident pour Bouddha et pour les gens qui méditaient avec lui. Donc il y a un potentiel dans la science, et malheureusement elle ne va pas jusqu'au bout. Et si elle ne va pas jusqu'au bout, c'est parce que les chercheurs ne font pas en même temps que leur recherche scientifique, pour la plupart, malheureusement, une recherche intérieure, une recherche spirituelle qui leur permettrait de faire le pas de plus pour tirer les conséquences spirituelles et pratiques aussi de leur découverte. Mais alors en quoi le zen, et notamment la pratique de zazen, pourrait nous aider justement peut-être à retrouver cet esprit spirituel ? Parce que je crois que quand on pratique le zazen, on est extrêmement attentif à la réalité, à notre réalité intérieure et la réalité de ce qui se passe entre nous et notre environnement. Et on est attentif notamment au sens de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va vraiment au fond des choses. On ne se contente pas d'une compréhension superficielle de la vérité, par exemple, je suis comme ceci ou je suis comme cela, mais on cherche vraiment à comprendre essentiellement qu'est-ce que je suis. Si par exemple, je ne parviens pas à saisir mon esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Si quand on me demande qui tu es, je ne parviens pas à répondre vraiment, profondément à la question qui je suis. Ça implique quelque chose. Ça implique le caractère insaisissable, finalement, de mon existence. Ça implique donc une réalisation de la vacuité
et au fond de l'interdépendance, qui fait que mon existence ne peut pas être séparée de celle des autres et donc ne peut pas être saisie. Ça, c'est un exemple pour montrer comment le zen pousse à aller jusqu'au bout de la découverte de la vérité. Alors j'aimerais justement que l'on examine différents domaines dans lesquels le zen peut intervenir. Commençons peut-être par le travail et la vie quotidienne, Roland Reich. Oui, alors pour beaucoup de gens, le travail dans la vie quotidienne est une obligation économique, il faut travailler pour gagner sa vie, et souvent on a l'impression qu'on perd sa vie en essayant de la gagner. Alors que dans la pratique du zen, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, le travail est une méditation, est une voie de réalisation de soi. D'abord parce qu'il implique une totale concentration de tout notre être sur ce que nous faisons, si nous voulons bien le faire, si nous voulons l'accomplir, comme un artiste accomplit une œuvre d'art, si on veut vraiment se concentrer sur son travail, ça implique de s'y mettre complètement, s'y est donné complètement. Et alors donc ça c'est une méditation, c'est-à-dire ça nous fait être vraiment dans l'instant présent, dans ses gestes, dans son activité. Et puis surtout parce que le zen invite au désintéressement, c'est-à-dire à la mise en pratique du fait que l'on ne peut rien saisir pour son ego, et par conséquent que la réalité de la vie, c'est encore une fois c'est notre interdépendance. Donc dans notre travail, on actualise cela en faisant de notre travail un service et une occasion de pratiquer le service aux autres, le don aux autres. Et donc le travail a une double valeur pour personnellement d'apprendre à se concentrer et d'être vraiment un avec ce que l'on fait, et une valeur éthique, disons, de service rendu et de don à la communauté. Et alors du coup, il prend un sens évidemment beaucoup plus profond, et quel qu'il soit, il a sa valeur. Il n'y a pas un travail frustrant, un travail noble et un travail vulgaire. Et ça, c'est l'enseignement fondamental de la vie dans les monastères zen. Alors là, vous venez de parler de la relation aux autres, entre autres, mais la relation avec la nature est aussi très importante. Être en contact avec sa propre nature, c'est réaliser, encore une fois, notre non-séparation d'avec la grande nature, que nous faisons partie de cette nature. Alors que, ça je crois que c'est un des problèmes de la civilisation, notamment occidentale, c'est qu'elle est fondée sur le dualisme, beaucoup de formes de dualisme, bien sûr le corps et l'esprit, soi et les autres, mais aussi soi et la nature. Et la nature est conçue par l'ego humain comme ce qui est à sa disposition pour en profiter, pour l'exploiter, pour l'utiliser pour son bien-être, pour s'enrichir, ou même simplement pour survivre. Mais il n'y a pas cette notion de communion avec la nature. Bien sûr, les artistes, les poètes ont un certain sens de la communion avec la nature, les mystiques aussi. Mais à la base, dans notre civilisation, la nature, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et maintenant, par exemple, je suis frappé d'avoir entendu récemment dire qu'il y a le business de la nature maintenant. C'est-à-dire qu'on se donne le droit de polluer à condition d'acheter des actions d'une société qui, elle, fait du bien à la nature. Donc c'est vraiment incroyable comment l'avidité peut tout polluer. Et donc, prenant conscience de ça, et le zen vraiment nous rendant extrêmement vigilants, qu'est-ce qui nous anime, comment on fonctionne au niveau de notre esprit, eh bien, je pense qu'il peut prévenir ces déformations, ces déviations. Alors il y a un autre domaine qui me semble également très important, c'est la relation entre soi et ce qui nous transcende. Donc voilà, c'est aussi un domaine dans lequel le zen peut intervenir très largement. Bien sûr, parce que ce qui nous transcende, c'est ce qui est au-delà de soi, c'est ce que vise la dimension religieuse, souvent aussi la philosophie, c'est-à-dire, je crois que l'être humain a besoin d'être dépassé. Il ne peut pas se suffire à lui-même. Simplement parce que ce qui constitue notre ego est une construction mentale, quelque chose donc de forcément limité et d'un peu artificiel et qui repose sur une réalité beaucoup plus profonde. Cette réalité beaucoup plus profonde, c'est encore une fois l'unité avec ce qui nous dépasse, c'est-à-dire pas seulement les autres, la nature, mais aussi la dimension spirituelle que l'on peut appeler l'un, par exemple, Dieu, Allah, Bouddha, la nature de Bouddha, c'est-à-dire ce qui se révèle à nous lorsque l'on abandonne notre identification à notre petit ego et que l'on découvre un horizon beaucoup plus vaste dont nous faisons partie, une nature qui n'est pas seulement à l'extérieur, qui est aussi en nous, mais qui est la véritable nature de l'existence. Et la découverte de ça
nous donne un esprit spacieux, un esprit vaste, qui s'harmonise beaucoup plus avec la réalité profonde de notre être et qui nous fait vivre à l'aise, qui nous fait vivre beaucoup plus heureux. Par rapport à la dimension religieuse, je crois que c'est la vocation des religions d'inviter l'être humain à être beaucoup plus modeste, être beaucoup moins égocentrique, beaucoup moins orgueilleux, en s'inclinant devant ce qui est plus grand que lui, ce qui le dépasse. Les prosternations sont beaucoup pratiquées dans toutes les religions. Dans le zen, on se prosterne beaucoup, dans l'islam aussi. C'est vraiment se rendre compte qu'il y a une dimension de l'existence qui nous dépasse, mais qui ne fait pas que nous dépasser, qui nous est la plus intérieure. Et c'est je crois, c'est ce que tous les mystiques découvrent. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin de réaliser, c'est-à-dire cette communion entre ce qui est au plus profond de nous, notre être profond, et ce qui nous entoure et dans quoi cet être existe et se manifeste partout. Par exemple, dans le zen, on parle de l'enseignement des êtres inanimés, Mujo Seppo, c'est-à-dire que avec quelqu'un qui pratique le zazen, a un esprit suffisamment ouvert, éveillé, pour recevoir la vérité qui se manifeste partout autour de lui, qui est une vérité à la fois qui nous dépasse, mais qui nous est le plus intérieur. Mais alors, du coup, est-ce que cela ne revient pas à dire qu'il faut retrouver l'esprit spirituel, voire religieux, au-delà même des religions? C'est ce que vous expliquez en quelque sorte. C'est ce qu'a tenté de faire lui-même le Bouddha, en étant critique par rapport aux religions de son époque, parce que elles étaient encore une fois basées sur des croyances et donc finalement rendaient l'esprit étroit et limité. Et je crois que tous les fondateurs de religion ont toujours eu cette intuition de l'au-delà, de quelque chose qui nous dépasse profondément. Mais les gens qui les ont suivis ont ensuite réduit cette expérience spirituelle initiale en l'enfermant dans des dogmes, en l'enfermant dans des pratiques rituelles et en faisant quelque chose de limité. Et ça, c'est extrêmement regrettable. Donc, les religions je crois qu'on vit la crise de notre civilisation, c'est aussi la crise des religions. Les religions, c'est vraiment ce qui donne à l'être humain, normalement, sa vraie dimension. Sauf qu'elles ont trahi leur message initial, pour la plupart, sauf pour ceux qui ont une approche mystique de la religion, mais ce n'est pas la majorité. Et je crois que c'est là que le zen peut aider, parce que le zen invite à la recherche intérieure, invite à l'expérience intérieure. Et donc, il redonne ainsi une véritable dimension spirituelle aux croyances religieuses. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des moines catholiques pratiquent le zazen, mais dans nos dojos zen, on a des gens de toute religion, et y compris des athées. Et donc, vraiment, la pratique du zen a quelque chose en cela d'universel. C'est une invitation à l'intériorité, à découvrir ce qui, au fond de nous, est le plus universel. Et donc, ce qui nous relie aux autres, ce qui nous relie à la transcendance, ce avec quoi les êtres humains ont toujours cherché à se relier, depuis Platon et depuis les premiers philosophes grecs, par exemple. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Roland Reich, de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions. Merci. Merci beaucoup. Et pour compléter cette émission, justement, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, de notre invité Roland Reich, Manuel de méditation zen aux éditions Le Relier. Il nous propose ici de nouvelles traductions et commentaires de textes majeurs en s'appuyant sur les enseignements de Maître Dogen, qui, je le rappelle, transmit l'esprit et la pratique du zen de la Chine au Japon au XIIIe siècle. L'illumination silencieuse, toujours de notre invité Roland Reich, est également publiée aux éditions Le Relier sur l'enseignement de Maître Wanchi. Ce moine du XIe siècle, appartenant à l'école Zen Soto, est célèbre pour avoir initié le zen de l'illumination silencieuse, centré sur la méditation sans objet. De Bernie Glassman, L'art de la paix, un maître zen engagé dans le monde d'aujourd'hui, chez Albin Michel. Et enfin, je vous rappelle du premier numéro de la nouvelle formule de Question 2, chez Albin Michel, consacrée à la méditation, où vous pourrez retrouver notre invité. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.